Ça fait 40 ans que vous êtes dans le monde du détail. 43. 43 ans. J'ai arrondi à 40. Oui, c'est vrai. Presque 45 ans, si vous voulez. Est-ce qu'il y a encore des secrets dans le monde du détail pour François Roberge? Je te dirais que c'est pas une question de secret, c'est qu'il y a de la... à tous les jours, j'apprends quelque chose. Toujours, je me renouvelle. Tu sais, là, dans le retail, là, dans le monde du commerce, ceux qui restent statiques, ils meurent. Donc, il faut toujours que tu te réinventes. Il n'y a rien qui fonctionne perpétuellement. C'est mon adage le plus important, moi, c'est grandir ou mourir. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui était bon hier, pas bon demain. Puis il faut toujours te remettre en question. Donc, c'est ça le retail. Puis donc, quand tu te remets en question, bien, tu apprends. François Roberge, il apprend tout le temps. Il apprend tout le temps et il base son évolution et le développement de son entreprise sur la croissance. Vous avez toujours dit, la croissance, je n'ai appris que ça. C'est encore ça votre moteur aujourd'hui? Oui, regardez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça dans j'ai appris de mon oncle. Lui, il aimait ça ouvrir des magasins. Donc, puis moi, Paul Delage-Roberge. Oui, qui était, quand je suis arrivé avec lui, justement en 81, il y avait 8 magasins. Puis quand je l'ai quitté, il y avait 165. Donc ça vous donne une idée, c'était une machine. Et je sais pas, et moi je rêvais, quand j'étais embarqué dans le même pattern. Puis j'ai commencé à ouvrir un magasin. J'en ai acheté quelques-uns, mais j'en ai ouvert un, deuxième, troisième. Puis là, ma femme me disait, c'est le fun d'arrêter à 40. Je disais, 40. Puis on s'est rendu à 100. Puis après ça, ça a continué. Revenons sur Paul Delage-Roberge. C'est votre oncle. En 1981, vous commencez à travailler avec lui. Lui, il a fait le groupe San Francisco, il a fait Bikini Village, les Ailes de la mode également. C'est de lui que vous avez eu la fibre entrepreneuriale que vous avez? Est dans la famille depuis longtemps. T'sais, mon arrière-grand-père était un commerçant, mon grand-père était dans le vêtement, mon père était un pharmacien propriétaire, Paul avait ses magasins. Donc, il y a toujours du commerce. Même du côté de ma mère, il y avait des épiceries. Donc, il y a du commerce dans la famille. Mais effectivement, mon explosion, parce que moi, j'avais plus une tendance agricole dans ma jeunesse. Et puis, il m'est arrivé que je suis arrivé à Montréal un jour, puis j'ai cogné à la porte de Paul. C'est là qu'il m'a dit commence comme camionneur. Donc, c'est vraiment lui qui m'a montré, puis c'est lui qui m'a forcé à aller à l'école. C'est lui qui m'a dit tu ne perdras pas ton temps à être camionneur toute ta vie, il faudrait que tu retournes à l'école. Puis, j'avais dit non. Puis, il m'a dit si tu ne vas pas à l'école, je te garde pas. Mais est-ce que vous craignez ou avez craint à un certain moment de vivre la même chose que Paul Delage-Roberge? On se rappelle de l'aventure des Ailes de la mode. Son entreprise s'est placée sous la protection des tribunaux il y a une vingtaine d'années. Ça a été extrêmement difficile pour lui. Est-ce que ça pourrait ou ça aurait pu vous arriver? Pas dans la manière que je travaille. Il y a eu des petits moments difficiles dans les 28 ans de la vie en rose, mais de la manière que je travaille, je suis très focus. Regardez, mon pattern, moi, c'est lingerie maillot. Mon oncle était éparpillé dans toutes sortes de secteurs, faisait beaucoup de projets. Moi, j'ai développé un sourcing vertical. Lui, il travaillait avec des fournisseurs. Donc, il y avait des éléments que j'ai appris de lui. Il était public. Moi, je n'irais jamais public. Donc, il était en bourse? Il était en bourse. J'ai regardé les contraintes, tout le stress de livrer les quarters, les trimestriels et tout ça, l'année, les financiers. Donc, moi, je suis un homme libre. Je fais ce que je veux. J'ai ma passion. Je suis focus. Je suis très bon dans les cash flows. Je comprends les chiffres. Puis, j'aime toute l'expérience du produit jusqu'au client. Donc, vous avez votre recette à vous qui marche très bien. Qui a été développé, qui était vraiment... Moi, c'était la différence, c'est que quand j'ai parti de La Vie en Rose, vous savez, La Vie en Rose, c'était une petite chaîne avec 2 magasins, puis on vendait des marques. Mais ces marques-là étaient vendues chez Sears, Labé, Eaton, puis ces marques-là, la lingerie, c'était un loss leader. Donc souvent, elles étaient vendues à rabais. Donc les gens venaient essayer chez nous, prenaient le service, puis après ça, ils s'en allaient l'acheter chez Eaton. Ah oui? Donc là, je me disais, comment je vais faire pour grandir mon entreprise? C'est là que j'ai dit, bien, La Vie en Rose, ça va devenir une marque. Et c'est là que, puis vu que j'avais déjà été un peu en Asie, puis j'ai dit, il faut. Puis en plus, ce qui était important, c'est que je vais enlever tous les intermédiaires. Je vais enlever Chabanel, je vais enlever Hong Kong, puis c'était tous des agents, tout le monde prenait des cotes, puis je vais aller directement à l'usine. Puis c'est là que ça a vraiment parti, puis progressivement. Vous, directement à l'usine, sans passer par d'intermédiaires. C'est ça. Et des boutiques en région aussi, hors des grands centres. Ça fait partie aussi de la formule gagnante? Quand j'ai acheté La Vie en Rose, écoutez, sur les 22 magasins, il y avait 8 magasins qui étaient dans les meilleurs centres canadiens. Donc déjà, j'ai dit, puis c'était une compagnie qui était dans 5 provinces. Donc déjà, j'avais déjà une expertise, mais moi, je parlais pas beaucoup anglais, puis je connaissais rien, mais j'ai appris. J'ai vraiment été... je partais une semaine sur 2, faire les magasins, je m'occupais de tout ça. Puis puis la région, ce qui est important quand tu travailles une région ou une ville comme Calgary, c'est que tu peux pas avoir juste un magasin.
il faut que tu aies une base d'assises de 3 à 4, parce que là, si tu as des employés, tu bouges. C'est comme ça que j'ai bâti, j'ai dit, OK, je m'attaque à Calgary, je m'attaque à Edmonton, puis j'ai développé une chaîne Mais ça, nationale. c'est une recette du monde du détail ou c'est vous qui avez pensé Ben, à ça? je pense que ça peut être. Normalement, ça devrait être logique. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fait, là. Mais normalement, tu dois avoir une masse critique. Si tu veux développer un pays là, ou une région, il faut que tu aies une masse critique. Parce que tu ne peux pas être là demain. Donc, il faut que tu aies des équipes qui puissent remplacer les absences. Moi, j'aime ça. Comme les États-Unis, vous allez voir, on va travailler très fort sur concentrer une place. Pour ça, on va descendre. Moi, j'aime ça. C'est mon approche. Est-ce qu'Aldo est vraiment le modèle d'entreprise qui vous a inspiré? Bien, il y en a plusieurs, mais Aldo, je vous dirais, je le disais à M. Aldo, que ça a été notre phare, notre lumière. Parce que c'est le premier qui est devenu un immense joueur. Québécois. Et Québécois, qui a eu des assises aux États-Unis, l'international. Quand tu voyais la machine Aldo, tu te dis, wow, c'était Québécois, c'était ici. Donc, oui, moi, je considère que c'était la personne qui a ouvert notre esprit à la possibilité de faire du commerce un peu partout. L'ascension de la vie en rose est quand même assez impressionnante. Puis quand on fouille dans nos archives, on retrouve une entrevue de François Roberge en 2004 où vous dites « Dans 2 ans, on va être aux États-Unis. Ouais. 2004, dans 2 ans, on sera aux États-Unis. 20 ans plus tard, vous y allez là aux États-Unis. Pourquoi ça a pris beaucoup plus de temps que prévu? Je me suis remis en question un peu à l'époque aussi parce que c'était facile, tu sais, on grandissait, l'argent était facile à avoir, le financement, mais c'est pas surtout ce que j'ai réalisé, c'est que tant aussi longtemps que j'étais pas le meilleur joueur canadien, je me sentais pas prêt à aller dans un marché extrêmement compétitif. Aujourd'hui, le Vin Rose, comme je dis, elle est saine financièrement. On est dominant au Canada, on est le plus grand joueur de lingerie de maillot. Et je me suis dit, bien, ce serait le temps, je suis encore poussé par la croissance, puis j'aimerais ça aussi de mettre les assises avant ma retraite, ou quand je vais me tasser progressivement pour mes enfants, d'avoir une bonne assise, puis avoir trouvé la recette américaine. Donc c'est pour ça que cette année, on saute, je suis prêt. Effectivement, j'ai déjà dit ça, et j'ai même dit souvent mais quand je regardais, j'allais à New York, je regardais Victoria's Secret, je venais à l'envers. J'ai dit, c'est tellement une machine puissante, tu sais, c'était 6-7 milliards, puis moi, j'étais 100 millions, 200 millions, je me dis... Je me sentais pas d'attaque. Puis VS, en fin de compte, sont venus au Canada. Puis c'est là que ça m'a donné de la confiance parce qu'à chaque fois qu'un Victoria's Secret ouvrait au Canada, mes ventes augmentaient. Ah. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ben on n'est pas si pire. Ils ont donné les lettres de noblesse à la lingerie, ils amenaient une clientèle, j'étais beaucoup moins cher, les gens comparaient mes produits, ils sont similaires, mais donc ça nous a permis de sortir parce que tout le monde pensait quand Victoria est arrivé ici qu'on allait disparaître. Et pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Est-ce que vous avez peur du marché américain? Oui. Oui, écoutez, normalement, n'importe quel bon détaillant, développeur ou entrepreneur doit toujours se remettre en question. Je l'ai fait quand j'étais allé en Chine, j'étais trop confiant, puis ça a été des erreurs. Je fais des erreurs. Donc là, en ce moment, je vous dirais, je suis nerveux, puis c'est une bonne nervosité. C'est pas un stress, c'est une nervosité parce que c'est un nouveau marché, je connais pas les centres d'achat, je dois bâtir. Je suis un nobody là-bas. Je suis un nobody, puis je dois commencer comme un nobody, mais j'ai la conviction que mon mix produit, puis la manière qu'on travaille avec la cliente, il y a une petite niche, il y a une place pour moi aux États-Unis, je suis certain. Et ça s'appelle La vie en rose aux États-Unis, pareil. en français? Oui, comme partout sur la Terre, on est en vie en rose partout.